Bonsoir, mesdames, et bonsoir, messieurs. Nous continuons avec le professeur Kamana, qui a publié un livre, L'Afrique, notre projet, révolutionner l'imaginaire collectif. Et cet ouvrage a été publié au Cameroun en 2009. Aujourd'hui, on va parler de bousculer, transformer et réorienter l'imaginaire africain. Considération sur nos pathologies. On fera une affaire de 40 à 50 minutes. Donc, ça sera la deuxième série, le deuxième épisode d'une série d'émissions sur cet ouvrage, L'Afrique, notre projet, du professeur Kamana, philosophe et théologien congolais, qui a passé beaucoup de temps à l'étranger, même pour le moment, il est chez nous au Congo, RDC. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bousculer, transformer, orienter l'imaginaire africain. Considération sur nos pathologies. Ici, vous commencez par détruire l'imaginaire des nègres. Ça, c'est le premier point. Mais vous parlez ceci, vous dites ceci, notre première pathologie est une pathologie culturelle. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose, professeur? Vous savez, c'est à dessein que j'ai parlé de l'imaginaire des nègres. Je n'ai pas dit des noirs, j'ai dit des nègres. Ça veut dire des fabrications des blancs qui ont, au cours de notre histoire de ces derniers siècles, construit une image des nègres et nous ont imposé cette image-là. Et nous-mêmes, nous avons commencé à correspondre à cette image fabriquée par les autres. Nous sommes devenus des nègres parce que les autres nous avaient fabriqués comme nègres. Mais qu'est-ce que c'est que fabriquer un nègre? C'est essentiellement sortir le noir de son histoire, sortir le noir de sa vision du monde, sortir le noir de ses croyances, sortir le noir de ce qui constituait le sol éthique de son humanité pour lui imposer progressivement une autre culture, une culture d'infériorisation, une culture de peur, une culture, Ampateba aurait dit du oui mon commandant. Et le oui mon commandant, on peut dire oui père supérieur, oui mon président, oui mon patron, etc. Et le nègre devient celui qui est formaté pour regarder le blanc avec ses yeux d'un inférieur qui regarde un supérieur. Moudimbe dirait d'un enfant qui regarde le père. Et pour reprendre encore une métaphore de Hegel, d'un esclave qui regarde le maître. Et c'est cela qui constitue l'imaginaire des nègres. Et la construction d'une culture conforme à cet imaginaire-là. On crée alors une société où des hommes et des femmes vivent selon un modèle d'infériorisation qui conduit à une infécondité culturelle catastrophique. Bon, là, on entend de parler, c'est comme si Sénat Senghor et les autres, en parlant de la négritude, sont tombés dans les pièges. Ah, vous savez, il y a une dimension de la négritude, parce que la négritude, elle n'est pas une, hein, et elle ne représente pas une seule et unique vision du monde. La négritude, c'est un ensemble d'intérêts qu'il y a derrière des discours à un moment historique précis, c'est-à-dire la construction de l'image du noir ou même du nègre à un moment historique où certains nègres adhèrent à ce que les Blancs veulent faire d'eux.
Mais on peut adhérer en étant naïf, en croyant par exemple que les Blancs veulent reconnaître notre humanité, qu'on lit des auteurs blancs hein, qui ont reconnu la valeur de la civilisation des Noirs. Et on dit, voilà, enfin, nous entrons dans la dynamique globale du monde qui reconnaît les Noirs comme tels. C'est ça que Senghor a cru. Et à ce moment-là, il n'a pas vu qu'il était fabriqué comme un nègre qui doit tenir ces discours-là à un moment précis de l'histoire. Mais il y en a d'autres qui ont compris que c'était une arme à prendre pour résister, pour se révolter. Et c'est le cas, par exemple, de la négritude politique de Césaire. Et derrière Césaire, il y avait tant de jeunes gens qui avaient compris quel était véritablement l'enjeu de cette négritude politique. Mais nous parlons maintenant seulement de la culture comme telle et de l'infécondité culturelle créée par l'histoire des nègres et leur interprétation de leur propre être avec les catégories philosophiques des Blancs. On a alors une culture qui ne se pense pas à partir d'elle-même, donc qui ne crée plus. Et quand cette culture crée, elle ne crée que ce qui est conforme à ce qu'on veut entendre. Et ça a créé toute une histoire des nègres. Si vous regardez par exemple la littérature africaine construite, écrite en France par des Noirs, depuis la négritude jusqu'à nos jours. Vous verrez toujours qu'il y a une lutte entre des Noirs qui s'affirment comme Noirs pour ne pas être créés comme des nègres. Mongobeti, par exemple, il va attaquer la civilisation occidentale, il va attaquer les Blancs dans le pays des Blancs pour montrer la créativité d'une culture que, à ce moment-là, la civilisation européenne voulait détruire en créant des nègres qui reprennent une culture qui n'est pas la leur. Et je prends Mongobeti parce qu'au moment précis où Mongobeti écrit ses diatribes contre la civilisation dominatrice blanche, il y a Yambo Ologem. Yambo Ologem écrit un roman qui s'appelle « Le devoir des violences ». Et dans le devoir de violence, Ologem essaye de convaincre, de convaincre les Blancs que finalement les Noirs sont des violents. Les Noirs ont une civilisation de la destruction, de l'agressivité, et que l'image idyllique que l'on crée de l'Afrique traditionnelle, il faut casser ça pour montrer l'Afrique violente avec des rois barbares qui détruisaient leur propre pays. Mais Mongobeti disait, mais ce jeune homme, il ne comprend rien, à rien, qu'on est en pleine guerre. Et dans cette guerre-là, il faut une culture où on se défend. On peut se défendre avec les mythes. On peut même se défendre avec des constructions purement imaginaires. Mais c'est la culture que l'on doit défendre. Et Ologem, il a eu le prix Renaudot pour son roman là. Donc il confortait les mythes du nègre. Exactement. On lui dit, bon voilà. Donc il faut se méfier des prix qu'on a de l'autre côté. Ah, mais regardez ces prix là, c'est quoi? Si on dit, quand vous répétez, ou même vous donnez aux Blancs l'image d'une certaine Afrique qu'ils ont imaginée eux-mêmes et qu'ils vous imposent, ils vous donnent des grands prix. Ologem, il a le prix. Quelques semaines après, on l'accuse d'avoir plagié un écrivain britannique. Ça fait un scandale énorme. Ologem a dû quitter la France pour revenir au Mali où il a vécu toute sa vie. À ce moment-là, il avait une trentaine d'années seulement. Mais jusqu'à ce jour, il vit comme un reclus, un moine. Il n'a jamais été... il n'a jamais dépassé le traumatisme du nègre qui voulait servir les Blancs et finalement qui a été détruit. Ok, prof, toujours oui. dans cette dimension de détruire l'imaginaire, notre pathologie, c'est une pathologie culturelle. Comment, dans quel cadre placez-vous Alain Mabankou, qui avait quelques dernièrement, c'est quoi encore,
Son dernier roman, c'est Le Petit Piment qui vient de, oui, il y avait avant de Petit sortir. Piment, il y avait Oui, les émotions il a écrit des romans fabuleux. Vous voyez, quand. Parce qu'Alain Mabankou a eu beaucoup de prix aussi. Hein. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image de l'Afrique qu'il y a dans les livres qui sont primés en Europe. Ouais. Et je constate, c'est toujours l'Afrique négative. Quel que soit le génie littéraire que vous avez, on dit non, Mabankou est un écrivain fabuleux. Oui, du point de vue les sanglots de l'homme noir. Oui. Qui répond à un autre auteur, les sanglots de l'homme blanc. Mais non, ça, je déteste ces livres-là. Je parle de ces romans. Parce que ces romans, il y a une dimension, je dirais, poétique, de créativité esthétique, littéraire extraordinaire. Mais c'est sur la base toujours d'une Afrique exotique, bizarre, où on vous présente des personnes que la civilisation occidentale veut voir. C'est-à-dire une certaine Afrique. Quand il y a des féticheurs, on dit, ça c'est l'Afrique. Oui, il a décrit les féticheurs. Et quand il y a des grands voleurs, des détourneurs de fonds publics, là, ça c'est vraiment l'Afrique. Et quand on est dans les brousses, et qu'on rencontre les gens qui manipulent les forces invisibles, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça l'Afrique. Mais en réalité, c'est pas ça l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique folklorique que l'on veut que nous puissions présenter aux autres. Parce qu'on croit qu'il n'y a que le folklore. Et quand Mabankou s'est même maintenant à théoriser, entrer en philosophie, il dit des choses parfois étonnantes, quoi. Par exemple, il insiste sur le fait que le système de l'esclavage, qui a été créé, animé par les Blancs, dans un commerce triangulaire pendant des siècles, Mabankou arrive à nous dire que nous avions vendu nos frères, que le système-là, la faute, c'est à nous, les Africains. Mais c'est le discours qu'on trouve partout chez les intellectuels africains. Mais ce n'est pas possible Noir, que vous puissiez dire que quelqu'un arrive chez vous, prend vos enfants, prend vos femmes, prend vos frères, et puis finit par vous prendre vous-même. Il vous amène travailler aux Amériques pour ses propres intérêts, et vous dites, oh, c'est vous qui avez vendu, que c'est votre responsabilité, que vous êtes la seule civilisation du monde à avoir vendu ses frères. Mais c'était un système commercial entretenu par le monde occidental pour nous détruire. Nous avons été anéantis par ces systèmes. Mais on dit, oh, si vous avez été anéanti, c'est votre faute. Oui, exactement. Oui. Et vous le méritez. Oui, vous le méritez. Parce que j'ai dit, mais c'est pas possible. Ok, prof. Qu'est-ce qui se passe? Oui, professeur, la deuxième pathologie, détruire, donc, parmi détruire l'imaginaire des nègres, il y a la première pathologie. Deuxième pathologie, c'est l'inconfédité. L'infécondité. Oui. De notre vision politique de nous-mêmes, professeurs. Oui, quand vous regardez l'Afrique d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que notre vision de la politique, notre perception de nous-mêmes en tant qu'acteurs de la politique, c'est complètement du registre des pathologies. Parce que, prenons vraiment les exemples les plus récents, du point de vue conceptuel, qu'est-ce qui domine notre manière de parler politique aujourd'hui? C'est démocratie, c'est alternance, c'est constitution, c'est droits humains, tout un ensemble. État de droit. Oui, état de droit. Il y a toute une configuration des concepts qui ne sont pas nés de notre expérience historique des peuples comme peuples libres et capables de créer ses propres institutions à partir des valeurs les plus profondes. Alors ça donne quoi? Ça donne qu'en politique, quand on parle démocratie, on répète les théories des autres. On va par exemple dire, oh, nous allons manifester notre démocratie par les élections. Mais dès qu'on va à ces élections,
ça finit toujours de la même manière. Irrégularité, bourrage des urnes, mensonges organisés, et puis avec des chiffres complètement fantaisistes, et des participations, et des résultats même. Mais tout cela, ça signifie quoi? Ça signifie que vous faites des choses auxquelles vous ne croyez pas, parce que vous ne savez même pas de quoi il s'agit. En fait, vous faites la politique qui ne correspond pas à ce que vous devez être vous-même. Prenons la Constitution. On est tous partis sur le fait, c'est le fondement de notre vie politique, de la vie du pays, c'est la Constitution. Alors, où on doit la transformer et la réviser, ou on ne doit pas la transformer parce que c'est quelque chose de sacré. Et on commence à se battre sur ça, sans jamais se poser la question, quels sont les intérêts fondamentaux du pays? Pourquoi faut-il avoir une constitution, telle constitution, et pas telle autre? Ou pour prendre toujours les exemples les plus contemporains, pourquoi 5 ans et pas 10? Pourquoi 10 ans et pas 20? Pourquoi 20 et pas 40? Ça correspond à quelle nécessité, à quelle vision du monde? Et ce sont les débats qui sont toujours téléguidés de quelque part en fonction d'une autre vision du monde. On n'appelle pas un peuple politique un peuple sérieux, un peuple qui prend des mots et des concepts qui viennent d'ailleurs sans les maîtriser et qui veut construire son destin à partir de cela. On dit alternance. Alors, on dit oui, d'accord, on va prendre 5 ans. Et au bout de 5 ans, on voit que ceux qui sont là, ils veulent rester. Parce que dans leur imaginaire politique le plus profond, on ne cède pas le pouvoir. Et ceux qui sont dans l'opposition, on les voit s'agiter parce qu'ils veulent que ceux qui sont là partent. Et eux, s'ils viennent 5 ans après, ils vont redemander de continuer. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a une politique pensée de l'intérieur, oui ou non? Est-ce que le peuple croit qu'on a des chefs qui ont pour responsabilité de garantir notre unité, notre intégrité, notre sécurité, notre développement et l'émergence du pays parmi les grandes puissances du monde, oui ou non? Mais on se rend compte que non, tout cela est très mais on va vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas capable vous-même d'inventer vos propres concepts. On ne les voit même pas. Ce n'est pas parce qu'on a oublié notre propre histoire, hein, et qu'on n'y fait pas référence et qu'on ne l'enseigne pas aux générations montantes. Ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on n'a pas un génie politique. On a un génie politique, hein, qui est enraciné dans la culture. Et je vous donne l'exemple. Comment a été gouvernée l'Égypte pharaonique? Ce n'était quand même pas avec les concepts qui venaient de l'extérieur, qui viendraient de la Grèce ou qui viendraient du monde occidental. À ce moment-là, la Grèce et le monde occidental, c'était un monde sous-développé du point de vue du concept politique et de l'organisation politique. Et nous, à ce moment-là, on avait la Mahat comme une vision de la politique selon une éthique de l'honnêteté, selon une éthique de la vérité, selon une éthique de l'humanité, des gens qui ont la responsabilité de garantir. Donc, la Mahat, c'est quoi? Parce que la Mahat, c'est le génie d'un peuple qui se donne les valeurs pour être gouverné selon les valeurs. Quand tu es pharaon, on sait très bien que tu dois assurer la sécurité, tu dois assurer l'unité, tu dois assurer la relation avec l'invisible et tu dois assurer une éthique pour l'ensemble de ton peuple. Nous avons vécu sur ça. Prenons un concept plus contemporain, l'Ubuntu. Hein? Nous sommes des Bantous. Mais qu'est-ce qui nous définit comme les Bantous? C'est l'Ubuntu, c'est-à-dire la capacité de dire « je suis parce que nous sommes ». Et nous ne pouvons être que parce que les individus font partie d'une dynamique de la collectivité. Mais ça, c'est un concept politique qui jaillit du génie de nos propres peuples. Cela n'est pas venu de l'extérieur. Prenons la culture d'où je viens. Par exemple, le pouvoir politique traditionnel au Kasaï était fondé sur quoi? C'était fondé sur un principe, c'est
le chef est pour le peuple, comme le peuple est pour le chef, et qu'il y a une circumcision d'énergie qui fait qu'on se porte. Le chef qui n'est plus capable d'assurer la sécurité, la fécondité de la société, eh bien, on l'aide à partir. Et on a une société des hommes force pour gouverner. Et une société de population force pour se gouverner et assumer les pouvoirs. Ce n'est pas venu de l'extérieur. Mais prof, on va vous dire que ce n'est pas ça la modernité. Il faudrait quand même que vous sortiez de ce qu'on appelle traditionnel pour devenir moderne. Et que la modernité a donné quoi aujourd'hui dans nos pays? Ce sont nos pays qu'on présente comme les pays modernes, non? Alors vous présentez comme les pays modernes un pays qu'on a plongé dans la guerre, comme notre pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous appelez pays moderne là où à tout moment on ne peut même pas garantir, c'est encore on veut faire croire qu'on croit, c'est-à-dire les élections. Vous appelez pays moderne les pays de désordre où ceux qui sont au pouvoir sont au service de lobbies étrangers et de leur politique est dictée par des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts de leur... C'est cela la modernité? Eh bien non, nous avons des valeurs sur lesquelles nous voulons fonder une politique qui soit une politique garantie par des valeurs de notre propre imaginaire historique. Prof, avançons, on va arriver. Donc la troisième pathologie dont nous souffrons concerne notre imaginaire économique. Exactement. Exactement. Figurez-vous que nous vivons dans tous nos pays sous le mode du néolibéralisme et de l'économie ultralibérale, c'est-à-dire sur une vision d'un capitalisme sauvage, prédateur, exploiteur, cannibale. Et on dit que notre économie doit s'organiser. Alors on prend des concepts qui viennent d'ailleurs, quoi. On va vous dire stabilité macroéconomique, on va vous dire dollarisation, on va dédollarisation. Il y a tellement de concepts d'une économie, mais qui n'a rien à voir avec le génie culturel et politique de notre tradition. Le génie culturel et politique de notre tradition, c'est l'économie communautaire. Ce qui fait l'économie, c'est le bonheur de tous. Ce qui fait l'économie, c'est la capacité de produire des richesses qui servent à tout le monde et que le pays soit un pays riche de ses forces de production, de ses forces de consommation et de ses capacités d'offrir le bien-être parce qu'on a pensé à tout le monde dans la manière dont on organise les richesses. Mais aujourd'hui, les richesses d'un pays, si on me demande aujourd'hui où sont les richesses du Congo, il y a toujours cette... ça devient même une blague de dire toujours le Congo est un pays très riche. Mais si vous demandez, il est très riche, mais où sont ces richesses-là? Vous vous rendrez compte que c'est de la rhétorique. Quand on dit c'est un pays riche, en fait, nous sommes un pays misérable. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système capitaliste néolibéral qui est fait pour que ceux qui ont le pouvoir au niveau mondial exploitent tous les autres pays au niveau de leur propre prospérité, au nom de leurs propres intérêts. Et on travaille de telle manière que l'économie mondiale puisse tourner autour des intérêts de ces grands, jusqu'au moment où le système lui-même commence à s'effondrer parce qu'il devient complètement incohérent. Il crée des inégalités inacceptables et il crée même des misères au sein des pays qui devaient être des pays de la richesse, parce qu'il n'y a aucun esprit de partage. Est-ce que vous vous imaginez qu'un pays comme les États-Unis, un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, vous vous imaginez qu'on trouve encore des gens qui peuvent, pendant l'hiver, ne pas savoir où dormir, qui meurent sur la neige au bord de la route, dans des pays qui sont extrêmement riches? Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, l'Occident n'arrive pas à résoudre les problèmes comme les problèmes du chômage? Pourtant,
Combien d'économies, c'est des prix Nobel d'économie on a dans ce pays? Pourquoi ils ne résolvent pas un problème aussi simple que trouver du travail et des gens? Okay, et nous, on nous a plongés dans cette économie-là et nous pillons nos propres pays. Nous devenons prédateurs en créant une classe de collaborateurs du système mondial et cette classe détruit, s'enrichit et on appelle ça économie moderne. Non, 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 non. Développement. Non, non, non. Ok, prof. Donc, on a commencé par Oui. la pathologie culturelle, après pathologie culturelle, pathologie économique. Après ça, on a la pathologie, donc quatrième, politique, économique. Et quatrième pathologie maintenant. Notre imaginaire social est aussi infécond que notre imaginaire économique. Exactement. Dans quelle société sommes-nous aujourd'hui? Je prends toujours des exemples concrets. La société congolaise actuelle. Le Congo n'est pas l'Afrique. Non, je prends l'exemple le plus significatif. Le Congo, c'est l'Afrique, mais vue de manière caricaturale. Vous voyez, la caricature, ça te donne l'idée de la vérité des choses. Et si tu veux savoir quelle est la caricature, c'est-à-dire la vérité de l'Afrique, regarde le Congo. Ça veut dire, regarde une société qui n'est pas capable de donner de l'eau potable aujourd'hui à 6% de sa population. Est-ce que on appelle ça une société? Quand on est l'eau, c'est-à-dire le fondement, je dirais, la chose la plus primaire que l'on doit partager, eh bien, on n'est pas capable de donner ça à 6%. Et même si on prend maintenant au niveau de toute l'Afrique, quel est le pourcentage des Africains aujourd'hui capables de dire nous vivons une vie humaine? Mais on va dire ça à cause de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, qui gère l'Afrique, ce sont des Africains, des Congolais. Mais très bien. Ce ne sont pas des Blancs, ce ne sont pas des étrangers. Oui, ce sont des Africains, ce sont des Congolais. Est-ce qu'on vous empêche de donner à manger à vos gens? Vous savez, c'est que, je vous rappelle encore ce que j'avais dit un jour à une de nos émissions ici au Potentiel. Je vous rappelle la philosophie de ma grand-mère. Hein. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a mené voir la danse des masques. Et il y avait les masques qu'on appelait dans ces temps-là les bifoueba. C'était des masques qui vous dansaient et qui vous faisaient peur. J'avais peur et j'ai fuyé. Et ma grand-mère riait. Elle dit, mais tu fuis quoi? Ce sont des fabrications des mains de personnes. Il n'y a rien là-dedans. Et malicieusement, elle ajoutait toujours qu'il y a beaucoup de gens qui sont fabriqués comme ça. Alors les élites dont tu parles là, c'est des billes fabriqués. Il n'y a rien derrière. Hein? Et ces gens-là, vous dites, ils gouvernent le pays. Ils gouvernent quoi? Ils gouvernent des coquilles vides. Et ils ont des décisions sur l'économie du pays. S'ils avaient des décisions sur l'économie du pays, on aurait donné de l'eau à plus de 6% de la population. Ils sont dans un système, ils servent un système, et c'est contre ce système qu'il faut se battre. Pas pour dire que les autres sont responsables. Non, que le système mondial dans son ensemble fabrique des déchets et fabrique des misères, fabrique des injustices, fabrique des inégalités. Et si vous n'êtes pas organisé socialement pour attaquer ces pathologies-là, eh bien vous coulez. Et beaucoup de pays coulent parce que justement, nous ne sommes pas des sociétés de justice où on regarde de quoi avons-nous besoin. Je donne l'exemple de l'eau, mais on peut aussi donner l'exemple de l'électricité. Est-ce que ce n'est pas frappant que c'est au pays de Inga qu'on n'arrive pas à donner de l'électricité à 5% de la population? Et les barrages, et un potentiel hydroélectrique énorme. Est-ce que ça, c'est une société, quand vous ne savez même pas, aujourd'hui, nous sommes dans la situation de l'énergie, et vous ne savez pas produire de l'énergie pour un peuple. Alors, comment vous organisez la société? Ça va s'organiser sur des conflits complètement entretenus. Hein, on va dire guerre tribale, tribalisme. Et après la guerre tribale, on va vous engager dans des aventures, on vous dit, vous n'êtes pas capable de vous gouverner si on divisait ces pays en petits morceaux. Alors vous dites, non, 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 nous voulons rester ensemble. Mais au moment même où vous dites, nous voulons rester ensemble pour réussir un grand pays, mais vous les coupez vous-même en petits morceaux de provinces encore qui sont
caractérisés par quoi? Par des références purement tribales, sans aucune ambition nationale. Mais prof, est-ce qu'on ne peut pas accuser les soi-disant intellectuels, les bifabriqués, comme vous le dites, qui sont à la base de ça? Mais bien sûr, mais quand vous les accusez, il faut toujours dire, ils viennent d'où? Qui t'a fabriqué? Qui t'a fait roi? Qui t'a fait PDG? Qui t'a fait... Et toujours rappeler que quand on est un petit fabriqué, c'est-à-dire le vide où on a mis des choses que les autres veulent mettre, ils font de toi ce qu'ils veulent. C'est comme on travaille avec des zombies. Et ma grand-mère se moquait de ça. Mais par contre, ma grand-mère ne se moquait pas d'autres masques qu'on appelait les boadis chez les Cubains. Quand on allait voir la danse des boadis, elle me disait, n'approche pas. Ce sont des hommes force. Ce sont des hommes force. Ça veut dire, ce sont des hommes qui ont une relation avec un monde de la transcendance, de l'invisible, où tu ne peux pas faire n'importe quoi contre l'intérêt de ta propre société. Et cela était tellement manifeste. Je viens d'un village je viens d'un village des creuseurs de diamants. Figurez-vous que pendant mon enfance, tout le monde au village allait creuser les diamants. On confiait tous les diamants à une personne qui venait vendre ça ici à Kinshasa. Il revenait avec l'argent, on distribuait. Personne n'a jamais fui avec l'argent du diamant. Essayez ça aujourd'hui. Vous allez voir, dès que vous confiez votre diamant à quelqu'un, il fuit, il va s'installer en Europe. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes force. Il n'y a rien là-dedans, quoi. Nous avons besoin des hommes force pour travailler. Ce sont des exemples simples, mais c'est significatif. Exactement, on avance pour détruire l'imaginaire des nègres. Dernière pathologie, notre imaginaire est sa stérilité scientifique et technologique. Oui, stérilité scientifique et technologique. Comptez le nombre d'universités que nous avons ici et essayez de voir combien de centres de recherche nous avons construits nous-mêmes pour entrer dans ce qui est fondamental, c'est-à-dire la créativité technologique, la créativité scientifique pour répondre aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui à travers ces centres de recherche. Je me souviens encore, vous-même, vous aviez écrit un livre sur la responsabilité des intellectuels dans l'effondrement du Congo aujourd'hui. Et cette responsabilité était que les intellectuels, ce sont eux qui devaient conduire à créer des centres de recherche et à investir dans les rationalités qui nous permettent de produire véritablement des outils, des solutions à nos problèmes. Mais de ce point de vue-là, c'est le désert scientifique. Et on a l'impression que ce qui nous intéresse, c'est la jouissance. Voilà. Et une fois que tu es intellectuel, tu vas te mettre même au service du pouvoir politique. Pourquoi? Pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour pouvoir pavaner devant les gens, faire un peu de la sape à la congolaise et qu'on croit que tu es dans la société. Mais tu es quoi dans une société où les gens souffrent comme ça? Moi, j'ai toujours honte d'être congolais quand je vois que le peuple souffre et que les intellectuels se pavanent. Non, on ne peut pas accepter ça. Il faut une science, il faut une rationalité, il faut une créativité qui permette, et c'est là que la vraie modernité devrait venir. C'est la modernité de la créativité scientifique et technologique qui nous met en contact avec les autres peuples, non pas pour être dominés, mais pour que cette créativité-là nous conduise à être des grands peuples, à être des grands pays. Il faut sortir de cette... Exactement, on va sortir après avoir détruit l'imaginaire des nègres. Vous proposez aussi maintenant convertir l'imaginaire des nouveaux Africains. Rupture avec les complexes structurants, les schémas de pensée, les styles de raisonnement et les modes de vie caractérisent notre map of the inverse aujourd'hui, notre condition de nègre enfermée dans une situation de domination en apparence sans issue, professeur. Oui. Quelle rupture? Oui, mais quand je parle de nouveaux Africains, comme de nouveaux Congolais, c'est des choses, des personnes qui
ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Mabika Kalanda avait écrit un livre qui est aujourd'hui classique, qui aurait dû être la lecture de toute la jeunesse aujourd'hui, la remise en question. Il y a des choses que nous devons remettre en question. Par exemple, toute l'orientation néocoloniale de notre esprit, toute l'orientation néocoloniale de nos structures politiques, économiques, sociales et culturelles. On doit remettre ça en question. Ça, c'est des anciens Africains. On pourrait dire c'est des dinosaures, quoi. Et il faut arriver à ce que le penseur français Edgar Morin appelle la création destructrice. Ça veut dire nous émergeons comme des êtres nouveaux qui détruisent les anciennes rationalités néocoloniales, d'anciennes rationalités de petits nègres, de rien du tout, qui pensent petit, qui se croient petits, qui n'ont plus de grands rêves sur eux-mêmes, qui n'ont plus de grands mythes et qui sont déterminés par les autres. Comment se fait-il qu'un peuple comme le nôtre, hein, qui devrait se penser en termes de grandeur, hein, parce que nous sommes une grande civilisation. Nous avons eu de très grandes civilisations sur cette terre du Congo. Et en Afrique, n'en parlons pas. Nous avions de très grandes civilisations qui ont eu un rayonnement mondial, depuis l'Égypte pharaonique jusqu'aux grands empires africains. Mais tout cela ne fait pas partie de la fécondation de notre imaginaire, parce que nous vivons maintenant tournés vers la fascination de l'Occident. Est-ce que vous voulez parler de la conscience historique? Bien sûr, bien sûr. C'est cela qui aide à remettre en question un certain nombre de choses. C'est quand on prend conscience de la grandeur de sa propre histoire qu'on prend conscience de sa propre grandeur. Et qu'à ce moment-là, on se forge des mythes essentiels qui fondent une nouvelle vision du monde. Je ne suis pas celui que les autres fabriquent. Je suis celui qui me construit moi-même à partir de ce que je veux être dans le monde d'aujourd'hui. Et au Congo, actuellement, comme partout en Afrique, nous avons quand même besoin de nous affirmer comme une grande civilisation qui compte et qui est respectée dans le monde et sur laquelle le monde peut compter. Parce qu'on trouve là des gens qui ont un projet de civilisation pour l'ensemble du monde. Mais si nous n'avons pas cela, nous ne sommes pas de nouveaux Africains. Nous sommes des caniches, hein, ou même des perroquets. On répète, mais on n'est plus autant de caniches et des perroquets. On est autant des créateurs de l'Afrique nouvelle. Et ça, il faut le répéter à tout moment. Les nouveaux Africains ne se laissent pas dicter leur être d'ailleurs. Les nouveaux Africains n'acceptent pas que n'importe quel petit qui vient de n'importe quel coin du monde nous dise « voilà ce que vous devez faire ». Vous le dites en tant que qui? Nous pouvons nous-mêmes organiser les choses. Et ça doit commencer par des choses aussi simples qu'à un certain moment, refuser l'argent de ceux qui veulent financer des élections, de ceux qui veulent financer la démocratie. On n'a pas besoin, on peut financer ça nous-mêmes. Et okay. Même, on peut même, à la longue, si cela est notre intérêt, supprimer les élections, supprimer la démocratie et arriver à créer un système où nous croyons en nous-mêmes et en nos propres institutions. Les nouveaux Africains, c'est un certain état de dignité, et un certain état de respect de soi, un certain état où celui qui est devant toi sait jusqu'où il ne peut pas aller trop loin. Parce qu'il sait, je respecte. Je ne veux pas parler mal du Congo devant un Congolais, parce qu'il sait que le Congolais réagira comme un homme de dignité. Je ne peux pas venir corrompre les Congolais pour leur imposer des structures politiques, parce que les Congolais réagiront. Je ne veux pas enfermer les Congolais dans une économie dominée par le néolibéralisme, parce que les Congolais refuseront. Les jours qu'on saura qu'il y a des révoltes au cœur de chaque Congolais face à toute tentative de faire de ces pays un pays de vassaux, à ce moment-là, on nous respectera et nous serons de vrais Africains, nouveaux Africains. Ok, nous terminons notre entretien. Je voudrais vous poser une petite question quand même. Dans ces pays, il y a eu quand même des grands penseurs tels que Mudimbe Ngal, il y
il y a un moment à Lubumbashi, un grand conflit intellectuel entre les deux courants de pensée. Est-ce qu'on pouvait dire que Mudimbe représentait des valeurs un peu occidentales et Ngal les valeurs africaines? Maintenant, avec la distance historique, on peut mieux apprécier ce qui s'est passé. Parce qu'en ce temps-là, on ne saisissait pas où était le fond du débat. D'autres croyaient que c'était un conflit entre professeurs d'université. Non, c'était un conflit de vision du monde. Et Mudimbe, de bonne foi, il était convaincu que l'Afrique, sans l'Occident, ne peut rien. Qu'il faut construire le nouveau discours africain en tenant compte de tout ce que l'Occident nous a apporté. Parce que nous ne pouvons pas échapper à ce qu'on appelle la modernité. Et que même si vous voulez échapper, à un certain moment, vous retrouverez toujours sur votre chemin l'Occident. Et il dit, vous le retrouverez immobile et ailleurs. C'est-à-dire, il sera toujours là. Ça donnait quoi comme résultat? Il est allé aux États-Unis. Il est devenu américain, ça veut dire il est devenu occidental. Et il a fait une œuvre très admirée par les Occidentaux. Et maintenant, il a pris sa retraite. Et Mudimbe commence à se poser la question qu'il aurait dû se poser dès le début. Qui suis-je? C'est maintenant, au bout de cet itinéraire, où il a servi l'Occident, il se pose la question, qui suis-je? Quand le jeune spécialiste de son œuvre, Kasereka Kawairei, m'a raconté sa conversation avec Mudimbe, où Mudimbe lui disait, qui suis-je? J'ai dit à Kasereka, va dire à Mudimbe qu'il rentre au Congo, qu'il vienne mourir chez nous, il saura qui il est. Parce qu'à ce moment-là, il verra où sont ses véritables racines. Mudimbe commence à s'interroger pour savoir, n'a-t-il pas trop servi les maîtres? Et au bout de cela, il est à la retraite en Occident. Qu'est-ce qu'il va faire de cette retraite? C'est une question capitale. Par contre, Ngal avait cru dans la force de l'Afrique et de l'africanité et de l'authenticité africaine. Il a investi toute son œuvre pour apprendre ça aux jeunes. Ça s'est terminé comment? Il s'est quand même exilé. Parce qu'il ne pouvait pas vivre dans ces pays qui étaient les siens, où la dictature régnait partout. Ngal est allé en France. Et il a mené sa carrière scientifique en France. Après, quand l'AFDL est venu ici, le pays a été libéré de la dictature de Mobutu, Ngal est revenu. Il n'a jamais trouvé une place dans le système au Congo pour utiliser son intelligence. Il est rentré en Europe et il est en train de finir très mal, c'est-à-dire abandonné par son propre pays, abandonné par ceux qui, normalement, auraient dû l'aider à construire son œuvre. Et il est là, il s'interroge comme Mudimbe. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Où vais-je aller? Voilà les deux qui débattaient. Ils vont finir leur vie en Occident. Et ça doit nous interroger, nous. Quelles leçons nous tirons? Il faut dire que nous devons refuser le destin de croire que c'est à partir d'ailleurs où qu'on va changer nos pays, où qu'on va nous changer pour que nous changions nos pays. La bataille, ça doit se mener ici. Les intellectuels doivent revenir ici. Ils doivent mener la bataille idéologique, la libération de notre imaginaire. Mudimbe doit revenir et nous dire toute son expérience là. Ça donnait quoi? Ça donnait le fait qu'il est désabusé profondément. Ngal doit venir nous dire, il faut que je trouve une place dans mon pays parce que je suis une intelligence pour ce pays. Il faut organiser les forces intellectuelles pour que aucune des grandes figures de l'intelligence ne finisse dans le désarroi et dans l'abandon, alors que nous sommes le pays qui a eu les débats les plus profonds de ces continents. Il faut qu'il y ait une grande société des intellectuels, une grande société de l'intelligence, une grande société scientifique qui
appelle tous les génies congolais qu'il y a dans le monde et qu'on impose cette vision du monde. Ok, une petite question, professeur. Est-ce Oui. que, ça fait partie de mon petit livre, mon pamphlet contre Oui. les intellectuels, est-ce que la société congolaise a-t-elle besoin des intellectuels et de la science? Oh, les intellectuels, on ne peut pas poser la question de savoir si on en a besoin ou pas. Les intellectuels s'imposent par leur production et par les orientations qu'ils donnent et les solutions qu'ils proposent. Mais comme on est infécond et on ne donne pas de solutions, à ce moment-là, on a l'impression que nous ne servons à rien. Mais nous devons servir. Nous devons nous organiser pour servir. Nous devons nous organiser pour inventer les concepts politiques pour notre pays. Nous devons inventer une économie pour notre pays. Nous devons réinventer la culture de la grandeur. Nous devons réinventer l'éducation. Parce que ça, c'est notre travail. Nous connaissons maintenant toutes les autres civilisations. Nous sommes allés partout. Nous avons lu les livres des penseurs du monde entier. Et tous ces livres-là, nous en avons fait un savoir. Mais organisons ce savoir et faisons de l'intelligence une force dans ce pays. Mais malheureusement, vous allez voir, il y a des forces politiques, on va vous dire opposition, pouvoir. Mais les intellectuels, ils sont où? Ils ne sont pas une force dans ce pays. Ils n'étaient même pas à la conférence nationale quand on a voulu refonder le pays en tant que force organisée. Et même maintenant, là, hein, on dit dialogue national. Mais ce dialogue, c'est entre les politiques. Hein. Mais ce n'est pas des politiques qui demandent aux intellectuels, y a-t-il un projet pour le Congo, pour l'Afrique, que vous pouvez proposer aux hommes politiques pour un nouveau destin, une nouvelle destinée dans nos pays. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on doit réorganiser l'intelligence dans ces pays, eh bien, on ne fait pas notre travail. Mais il faut le faire impérativement. Il faut le faire. Ok, merci professeur. On va le faire. La pensée s'impose d'elle-même. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous pensons que prochainement, on va encore faire la troisième série. Donc, la troisième émission d'une série sur les livres du professeur Kamana. Prochainement, on va tabler pour la réinvention de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci et bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir.